On m'avait demandé de faire un peu l'animation de cette conversation-là, notamment parce que vous avez vu ceux qui étaient là ce matin, dans mon parcours, j'ai étudié les histoires de vie et les dimensions environnementales des histoires de vie, et je mentionnais la partie de mon post-doctorat sur les autobiographies environnementales. J'avais fait ça du côté de Tours avec Gaston Pinault et Dominique Bachelard. Et donc, c'était moi qui ai eu l'idée de mener cette conversation-là. J'ai voulu, pour situer d'emblée l'importance de l'œuvre de Gaston sur la diapositive, mettre un extrait récent de la revue Sciences humaines de mars 2014, où on parle de quelques penseurs de l'auto-formation, et Gaston se trouve là en compagnie de Carl Rogers, de Malcolm Knowles, de Albert Bandura et de Geoffre Dumas-Dédier. Donc on est en très bonne compagnie, des pointures de haut calibre sur les questions d'éducation. Et ça, c'est seulement le volet auto-formation, mais on pourrait faire la même chose pour les histoires de vie et pour l'éco-formation. Et c'est un peu autour de ces... On va démarrer la conversation certainement autour de ces prises-là sur histoire de vie et éco-formation. Mais un tout petit peu avant, si je peux faire tourner la diapositive, par ici, il y avait l'idée de présenter rapidement Gaston. On n'entrera pas dans toute l'histoire de vie de Gaston, mais Gaston m'a transmis la semaine dernière, puis pour expliquer de quoi il s'agit, c'est un travail qu'il avait fait avec Henri Desroches sur l'idée de faire une bioscopie. Donc c'est la bioscopie que Gaston avait fait de sa propre vie, où on voit sur le temps sur une échelle verticale, avec l'usage de la vie, les formations formelles et informelles, les différentes productions et les activités. Et j'ai fait un travail, je l'ai mis en format horizontal pour que ça rentre mieux dans nos formats. Et je l'ai coloré un peu pour indiquer des passages plus importants dans la formation, là, la partie... Et là, on peut voir qu'on pourra revenir sur ces enjeux-là, mais il y a une première formation d'ouvrier agricole avec un appel, un intérêt pour l'éducation, on va peut-être y revenir. Il y a un passage plus sombre, mais qui le mobilise sur la paix autour du service militaire et de la guerre en Algérie, avec un retour aux études vers une thèse de doctorat sur des enjeux de formation aux frontières des institutions. Travail en éducation permanente à l'Université de Montréal avec des entrées sur les histoires de vie. Et autour de tout ça se montre l'intérêt de le modèle tripolaire de la formation, avec la formation qu'on reçoit des autres avec l'hétéroformation, le travail d'auto-formation qui est la formation qui se fait par nous-mêmes, avec des questions de rapport au temps là-dessus et entre autres le travail nocturne. Et puis l'éco-formation, qui est la formation qu'on reçoit par contact avec les choses du monde. Donc c'est un peu les principales balises. Il y a différents ouvrages qui sont signalés ici sur l'axe de l'éco-formation. La retraite n'est pas vraiment une retraite parce que la production se poursuit. La flèche au bas devrait pointer normalement sur un ouvrage qui est à paraître, qui est sur l'éco-formation par le feu, et j'imagine qu'il y a d'autres projets en cours. On va certainement finir la conversation sur à quoi ressemblent les perspectives d'avenir, comment les interprète Gaston, notamment avec la brève immersion qu'il a pu faire là, cet après-midi avec nous, avec les questions qu'on avait sur nos projets de recherche d'avenir. Mais la première question qui peut se poser, surtout pour nous qui avons choisi d'œuvrer dans le domaine de l'éducation relative à l'environnement, et toi, tu avais choisi pour l'éco-formation la partie éco et l'idée de formation et d'éducation. Je sais pas, tu peux nous parler comment tu arrives à faire ces choix-là? Bon, d'une part parce que je pense ma grande école, si vous voulez, c'est la première, l'ouvrier agricole. Donc, en plein dans ce qu'on
en plein dans ce qu'on disait l'informel. Hein, et où donc l'informel et puis l'éducation des adultes, mais qu'on a commencé à nommer éducation des adultes, éducation permanente, et après le terme de formation est arrivé. Alors c'est tout le débat d'abord entre éducation et formation. Alors je pense que les deux concepts sont complémentaires à mon avis. L'un est plus classique et a toute toute l'institution scolaire derrière, donc instituée depuis le 19e, 20e siècle, donc l'éducation, mais qui a souvent été présentée comme finale, alors que l'idée de formation voulait pointer qu'on pouvait continuer de se former même en étant adulte. Et alors maintenant ça paraît une évidence, mais à l'époque ça ne l'était pas. L'idée d'éducation était très liée à la physiologie, à la croissance physiologique. Et après qu'on a fini la croissance, bon, on plafonnait un petit peu, on pouvait appliquer ce qu'on avait reçu, et puis après ça déclinait, et là, penser qu'on puisse, et c'est pas évident, à mon âge, 75 ans, qu'on puisse se former en se déformant physiologiquement, c'est pas si évident. Hein. Donc, chaque âge, et on prend le terme de formation, vraiment au sens presque étymologique, c'est-à-dire mettre ensemble et mettre en sens les différents morceaux éclatés qu'on vit, sans savoir si on s'élève ou si on s'abaisse, mais juste l'idée de créer une unité, d'essayer de survivre en mettant ensemble toutes les informations qui nous bombardent. Donc, le terme de formation est apparu comme un concept plus fort pour ramasser alors l'informel ou le non formel. Et quand on l'explore, on s'aperçoit que le in, le un non formel est une luxuriance de forme, mais une biodiversité de formes extraordinaire. Donc l'idée de forme, c'est de voir quelles sont ces multiples formes de l'informel. Alors, je pense que dans un premier temps, pour comprendre ce que j'avais vécu comme ouvrier agricole. Ouvrier agricole pendant 6 ans. Et là, c'est une déscolarisation à mort. Hein, parce que ouvrier agricole, vous lisez pas, vous n'avez pas le temps de lire, encore moins d'écrire. On parle presque pas, c'est-à-dire c'était moins mécanisé qu'actuellement, donc c'est des longues heures à bêcher, à piocher, donc il y a une déscolarisation complète. Par contre, mais on vit des expériences d'interaction avec la Terre, avec la dureté de la Terre, les prises d'eau, l'air qui nous bombarde, le soleil qui nous chauffe. Il y a une... alors j'appelle pas ça une éco-formation à ce moment-là, parce que on essaie de survivre et de penser un peu, mais c'est vraiment dans le nocturne, c'est la nuit. Bon, qu'est-ce que je fais là? Je veux transformer le monde, mais c'est plutôt moi qui me déforme, qui m'enterre. Donc il y a une expérience des éléments, alors on peut dire une expérience élémentaire qui rabote toutes les informations qu'on a pu recevoir et qui les met à l'épreuve,
ce qu'on a pu recevoir. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Et donc cette expérience-là est restée non verbalisée pendant, je dirais, alors, vous voyez là, vous voyez à l'école, c'est dans les années 65-66. Le concept d'éco-formation arrive en 92, donc 30 ans après, pratiquement. 30 ans après. Comment expliquer ça? Juste rapidement, je pense, je suis obligé de faire appel au processus d'initiation, c'est-à-dire d'apprentissage par initiation et non pas par enseignement. C'est-à-dire, il n'y a plus d'enseignants, où c'est la matière. Et donc, il y a une forme d'enseignement tout à fait différente, par confrontation directe, par expérience. Et je pense que pour comprendre un peu, c'est le processus initiatique qui m'aide avec ces trois moments. Un moment de rupture, à un moment donné, il y a quelque chose, une expérience, un événement qui arrive, qui détruit la situation antérieure et qui nous plonge dans une situation nouvelle et on ne sait pas où on est, hein, qui nous déstabilise complètement, qui nous met dans une situation, comme on dit, transitionnelle, où malgré tout, on essaie de survivre sans trop savoir qu'est-ce qui se passe. Donc le deuxième temps d'initiation, le temps de transition entre une situation connue antérieure et une autre peut-être où on va sortir, donc une situation de transition. Et troisième moment, à un moment donné, il y a une prise de conscience qui arrive. Alors on appelle ça intégration. Hein. À un moment donné, on s'aperçoit qu'on a fait des acquis dans cette situation-là. Et donc on essaie de remettre ensemble et en sens les nouveaux éléments. Je pense que ce qui a permis ce processus d'initiation de déboucher en 92, c'est le travail de recherche de 83, 10 ans avant, qui s'appelle « Produire sa vie, auto-formation et autobiographie ». À ce moment-là, j'étais chercheur à la faculté d'éducation permanente, et là, il faut saluer vraiment la présence de Paul Bélanger, qui est un des pionniers dans le secteur, et avec qui on a travaillé, et qui survit magnifiquement. Donc, et saluer cette notion d'éducation permanente. Avant, il y avait les services d'extension de l'enseignement. C'est-à-dire, on pensait que l'éducation des adultes, c'était juste étendre aux adultes ce qui se faisait pour les étudiants jeunes. Hein. Le passage de services d'extension à éducation permanente, c'est de s'apercevoir que l'éducation permanente, c'est peut-être pas la scolarisation en perpétuité, c'est peut-être autre chose. Mais quoi? Et on cherchait quoi? Et quand je suis arrivé, alors, et à la FEP, parce que le service d'éducation permanente voulait se transformer en faculté. Alors, ça, c'est les combats aux frontières. La différence entre un service et une faculté, c'est que la faculté a un pouvoir plus fort que le service. Le service, c'est souvent vu comme purement un service administratif. La faculté a des pouvoirs décisionnels sur quoi enseigner, comment enseigner, qui enseigne. Donc, c'était le passage du service à faculté. Et
alors on doit saluer dans les innovations, l'importance des personnes est majeure, dans la mesure où, en général, l'institué, bon, la préoccupation principale, c'est de continuer ce qui est institué. Mais de créer quelque chose de nouveau, il faut vraiment des personnalités avec des ampleurs de vue pour assurer ça. Et enfin, moi je suis heureux de le nommer, Gaëtan Daou, qui a pris la responsabilité de créer la faculté. Et il dit on ne peut pas créer une faculté sans créer un bureau de recherche. Et donc, c'est dans cette création-là que je suis arrivé au Québec. Et alors, pour ce que vous voyez, il y a une petite affaire là. Émigration au Québec. Bon, c'est juste un mot, mais derrière, il y a beaucoup de choses. Hein. Et Gaëtan dit, si je veux que vous trouviez quelque chose, c'est pas moi de vous dire quoi chercher, c'est à vous de trouver. Hein. Et ça, donc, il nous laissait une liberté, une autonomie extraordinaire. Donc, quoi chercher dans tout ce secteur-là? C'est là qu'est apparu à un moment donné alors quoi chercher, comment chercher. Alors c'est là où on s'est dit, alors commençait à naître cette idée que en dehors de l'éducation formelle, on pouvait peut-être apprendre des choses quand même. Hein. Que dans la vie pouvait nous apprendre des choses. Comment, quoi, mais déjà nommer ça informel, non formel, c'était déjà la reconnaissance qu'il pouvait y avoir des zones d'apprentissage qui n'étaient pas scolaires. Alors, donc on dit, mais comment savoir qu'est-ce qui se passe là? Alors, à un moment donné, je suis peut-être un peu long, mais c'est dans les processus d'émergence, il y a beaucoup de choses qui se passent. À un moment donné, il y a une journaliste qui travaillait sur l'alternance en éducation, entre les études et le travail. Et que le travail pouvait être formateur. Et s'il était formateur, comment on pouvait articuler ça avec les études? Et elle avait entendu parler de moi comme d'un cas bizarre qui s'était formé un peu par alternance, parce que vous voyez, bon, il y a entre ici, là, bac philo, et puis là, il n'y a rien. Hein, et si je suis parti, vous voyez, agricole avec le bac philo, c'est vraiment en termes de décrochage, quoi. Je croyais plus, enfin, j'étais sceptique à mort sur les études formelles, si vous voulez. Donc, elle est venue alors, je m'étais formé après par alternance d'études, de travail, de voyage, d'émigration, de chômage. Alors, elle m'a dit, bien, raconte donc un peu. Alors, elle me dit, bien, raconte donc un peu ta. Alors, je ne savais pas comment commencer l'entretien. Elle me dit, bon, raconte donc ta vie, puis on va voir ce que je peux en faire pour mon article sur l'alternance. Alors, je me suis mis à raconter un bout de vie. Ce qui est remonté, c'est pas toute la vie, c'est cette période expérientielle d'ouvrier agricole qui commençait à disparaître dans ma mémoire, dans le refoulement socio-éducatif. Hein. Mais pour une fois, j'avais quelqu'un avec qui je pouvais en parler. Alors, j'en discute, puis après, elle me dit, oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Bon, moi, je suis journaliste, je n'ai pas le temps de tout réécouter, de faire des belles analyses de contenu, comme vous savez tous en faire magnifiquement. Bon, si tu pouvais faire une synthèse écrite, ça m'aiderait pour mon article. Alors,
je reviens au Québec, je fais ma synthèse écrite, l'autobiographie, là vous voyez, mais on n'appelait pas ça comme ça, hein, on ne savait pas ce qu'on faisait. Alors je dis, bon, j'avais pas beaucoup publié encore à ce moment-là, j'ai dit tiens, ben ça va être une publication montrant que des fois je trouve quelque chose, bon, c'est important pour être quand on est chercheur, et je lui envoie. Elle me le renvoie par retour du courrier, elle me dit, là, ce que tu racontes est vraiment trop négatif, la vie n'est pas si noire que ça, et puis, si on publiait ça, tu serais beaucoup trop vulnérable. Donc, on ne publie pas, et donc, ouf, je remets mes 5 pages dans le tiroir, un peu déçu. Était remonté quand même le terme d'auto-formation. Auto-formation et quotidienneté. Et puis je me dis, bah tiens, voilà, l'auto-formation, c'est un problème pour moi, ça peut peut-être être un problème pour d'autres adultes. J'avais 35 ans à ce moment-là. Bon, donc je me dis, bah voilà un objet de recherche. Donc je vais en parler à mes amis, à mes collègues. Ils se mettent à rire un peu. Bon, Gaston, encore une gaffe là. C'est de l'auto-illusion. À ce moment-là, c'était la période où on pensait qu'on était tout prédéterminé, même avant la naissance. Hein. Soit génétiquement, soit socialement. Donc penser qu'on pouvait avoir une auto-formation dans ces surdéterminations, c'était une auto-illusion. Donc j'avais pas beaucoup d'arguments pour me défendre, mais j'ai dit on va travailler l'auto-formation. Et je pense, dans l'entre-deux, j'avais sorti un autre ouvrage qui s'appelle, c'est le premier, Éducation ou aliénation permanente. C'est l'un ou l'autre. Hein. Repères mythiques et politiques. Alors, et on s'était aperçu que, en fait, on a tout. Oui, alors les débats sur l'innovation tout à l'heure sont éclairants. Souvent, ce qu'on pense est innovant pour notre âge, bon, on reprend une vieille idée qui a été déjà débattue auparavant. Hein. Alors, comme on dit, il faut recycler des fois. Quand on sait qu'on recycle l'ancien, c'est mieux que de penser qu'on est les premiers à y avoir pensé. Alors, à ce moment-là, donc j'avais fait un gros travail bibliographique sur l'idée d'une éducation tout au long de la vie. Alors en fait, c'est pas archi nouveau. Platon, 5 siècles avant Jésus-Christ, hein, ou 4 siècles avant Jésus-Christ, il avait déjà pensé, il avait déjà construit un hyper-modèle d'éducation permanente, systémique, symbolique, tout ce qu'on veut, la caverne, le mythe de la caverne. Donc, et puis un autre après, Rousseau de l'Émile, de l'éducation. Au tout début, il dit, ah là là, ce qui rend l'éducation difficile, complexe, c'est qu'on est formé par 3 maîtres, tu les as évoqués, soit les autres, et puis les choses. Ça, c'est au début d'Émile, qui a été brûlé à sa sortie. Hein. Et puis après, on a complètement oublié que toute l'institutionnalisation scolaire, c'est-à-dire l'apparition d'un professionnel de l'éducation, a refoulé les 3 maîtres dans l'informel, hein, et le non formel. Donc il y a beaucoup de choses. Alors j'avais sorti ça, et le département de philo de l'UQAM, par ses représentants qui est ici, André Vidriquer, montait un certificat de formateur scolaire d'adultes, mais dans le domaine scolaire, avec les sciences de l'éducation. Et il avait un cours qui s'appelait
éducation permanente et société. Et il vient me voir, il me dit, bah, veux-tu donner ce cours-là? Et j'avais 45 ans, et à ce moment-là, je n'avais jamais enseigné. J'ai peut-être jamais enseigné depuis, hein, je ne sais pas. Parce que je ne savais pas quoi enseigner, et puis le statut de chercheur faisait penser qu'on risquait de trouver davantage de choses en greffant la recherche à l'action, aux pratiques sociales, on ne disait pas éco-citoyenne à ce moment-là, donc qu'à greffer la recherche à l'enseignement. Surtout quand on n'avait pas beaucoup de mérite, parce qu'en éducation des adultes, il n'y avait pas de beaucoup de choses qui se faisaient. Donc, je dis, bah, d'accord. Et un beau jour, un beau soir, parce que c'était que le soir, quelqu'un, que le soir, je me retrouve devant 25 professionnels, pas de l'éducation, c'était des coiffeurs, des travailleurs de la construction, des femmes mères de famille qui voulaient reprendre des études parce qu'ils arrivaient à 35 ans, que les enfants commençaient à décoller. Et donc un beau soir, je me retrouve devant les 25, et l'idée c'était, notre grande idée pour faire l'innovation, on dit qu'il ne faut pas qu'on reproduise le modèle scolaire. Alors c'est facile à dire, mais on dit comment faire? Alors c'est là où je leur ai dit, je me suis dit, ben, si je posais à ces personnes-là la question que la journaliste m'a posée et qui m'a mis en réflexion active, peut-être que ça pourrait avoir le même effet avec ces personnes. Et bon, je leur ai posé la question, depuis le moment où vous êtes sortis du système scolaire jusqu'à maintenant, et parfois c'était plusieurs décades qu'il y avait entre les deux, quelle formation vous vous êtes donnée? Je ne vous ai pas demandé quelle formation vous avez reçue, mais quelle formation vous vous êtes donnée. Alors, dans un premier temps, difficulté d'expression, mais dans un deuxième temps, ça commence à débouler. Chacun raconte ses expériences extrêmement riches, tellement riches que, comme pour la journaliste, je me dis comment analyser ça pour actualiser cette richesse et non pas l'aplatir. Et donc, on laisse ça en jachère, cette première expression d'expérience, et puis on passe sur les dimensions plus socio-institutionnelles, et on termine le cours, et puis, mais à la fin du cours, quelques collègues me disent, mais qu'est-ce que tu as fait avec les étudiants? Ils disent qu'ils auraient dû faire ça au début de la formation parce que ça leur avait fait prendre conscience des acquis de leur expérience, mais des lacunes aussi, et puis qu'ils auraient mieux pu greffer leur reprise d'études s'ils avaient eu ce petit bilan expérientiel au départ. Alors, je dis, ah bah tiens, ça a du sens ce qu'on a fait. Après, alors c'est un peu long pour répondre à ta question. Bon, on est sur l'écho, hein. Mais pour aller plus loin, c'est là que je me suis dit, il faut une recherche plus systématique, parce qu'à une recherche plus systématique, on peut travailler un peu plus longuement qu'avec la formation, parce qu'en formation on travaille en direct, et qu'il faut lancer une recherche sur l'auto-formation avec les histoires de vie. Entre-temps, je m'étais aperçu ce qu'on avait fait, avec ce que le journalisme avait fait faire, ça s'inscrivait dans les courants de recherche des
courant biographique qui prend différents noms, récit de vie, récit de pratique, histoire de vie. Et alors, donc, on fait... Et une personne du groupe vient me voir en disant « Je veux aller plus loin, je veux aller plus loin pour comprendre mon processus d'auto-formation. » On va plus loin mais ça prend 2 ou 3 ans, on sort le bouquin « Produire sa vie ». Et à ce moment-là, en théorie, je travaillais avec l'auto-formation, mais opposé à l'hétéroformation. C'est-à-dire, le danger de l'auto-formation, c'est de s'enfermer dans ce qu'on dit dans l'égocentrisme. Et l'auto-formation n'est pas l'égo-formation. Et à ce moment-là, il y avait des théoriciens sur l'émergence de l'autos, l'autogestion, les périodes d'autogestion, d'autodétermination, d'autodéveloppement. Donc l'auto fleurissait. Et l'auto était défini non par lui-même, mais par opposition à l'hétéro. Moi je suis pas... enfin c'est très conceptuel, mais alors toujours avec le concept d'éducation permanente, je me suis dit, si ce concept-là a un sens permanent, ça veut dire tout le temps, hein. Alors tout le temps le long d'une vie, mais tout le temps dans une unité d'une journée. Est-ce que c'est juste une expression un peu métaphorique, ou est-ce que c'est vraiment une expression heuristique? Alors je me suis dit, bah, tiens, peut-être que si on la prend à la lettre, c'est peut-être heuristique, et que dans le jour, il y a la nuit. Alors ça paraît aussi évident que quand on dit dans l'homme, il y a la femme, ça inclut la femme, mais quand on veut explorer un peu les différences, c'est pas si facile. Donc, je me suis dit, l'auto-formation, c'est peut-être ce qui se passe la nuit, où on ne voit plus rien, où tout se mélange un peu, et que l'hétéro, c'est un peu ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire on se voit bien à distance, vous m'écoutez sagement, mais bon, j'ai pas une position quand même, comme je suis pas, même si vous me mettez... chercheur émérite. Émérite, oui. Je ne suis pas chercheur associé, donc je n'ai pas un statut fort, donc je n'ai pas un statut hétéronome par rapport à vous. Donc je travaillais juste avec ces auto-hétéros. Alors, Marie-Michel avec Marie-Michel, bon, se met à raconter son expérience de vie, et dans son expérience de vie, il y avait des expériences qui ne rentraient pas dans l'auto et l'hétéro. Alors il y avait bien le co qui arrivait, toute la dimension sociale, mais il y avait d'autres moments forts qui ne rentraient pas dans cette dichotomie-là. Et ces moments forts-là, c'était les moments forts avec les éléments. Alors vous allez rire, un qui me revient, c'est bon, S-Marie, bon, 5 enfants, enfin, du lac Saint-Jean, bon, on pourrait dire classe moyenne en gros, hein, bon, et à un moment donné, il décide avec son mari d'habiter ensemble, et puis d'en prendre un appartement, et puis de le meubler. Et alors, un grand moment pour elle, c'était le premier soir, ils font griller un poulet dans le four. C'était le premier four, je pense, où on voyait
avec une vitre, et elle dit, on s'est assis tous les deux devant le poulet, et on le regardait griller, et c'était c'était un aboutissement. C'était l'aboutissement d'une autonomie, d'un moment d'autonomie. Ils avaient choisi d'habiter là, ils avaient choisi cette cuisinière-là, ils avaient choisi le poulet, et ils allaient le manger. C'était vraiment l'auto-éco-alimentation. Donc une série comme ça. Je vais vite, après on présente l'ouvrage, et puis et dans des groupes un peu moins... Et à un moment donné, il dit, oh là là, après avoir écrit, parce que pour elle c'était l'arrivée au public, écrire et publier, c'est arriver au public. Et c'est pas rien, hein, et surtout qu'elle impliquait toute sa famille, 75 personnes. Donc elle disait à un moment donné, je me sentais plus bien que dans mon bain. Puis avec son mari, ils avaient créé une petite entreprise de bains flottants. Et donc elle dit, je me sentais bien que dans mon bain et avec un couvert par-dessus, comme c'était enfin, un terme psychanalytique, on peut comprendre. Et à un moment donné, elle dit, parce qu'elle est née aussi au bord du Saint-Laurent, donc elle a retrouvé un élément haut, aquatique. Et à un moment donné, elle dit, non, maintenant ça va, il faut que je sorte. Et elle a soulevé le couvert et s'est vue apparaître. Il y avait un miroir et elle s'est vue respirer. Hein. Alors, ça... Bon, elle dit ça, alors ça nous a tous interloqués, et ça nous a renvoyé, et dit, bon, quel est notre rapport à l'air? Alors, l'air, c'est l'élément le plus invisible, impalpable. N'empêche que s'il n'était pas là, on ne vivrait pas, chacun d'entre nous ne vivrait pas, on ne se verrait pas et on ne s'entendrait pas. Hein. C'est-à-dire toute son invisibilité, c'est pour nous rendre visibles et permettre notre communication. Donc, interloqué. Alors, nous voilà partis sur... moi, je voulais, après l'auto-formation, je voulais partir sur la co-formation. C'est-à-dire, ce qui était apparu beaucoup dans son trajet, c'était l'importance des voisins, l'importance des amis, l'importance des frères, des sœurs. Donc, pas des personnes avec un statut élevé, mais les perles, les ailleurs. Et... Bon, il y avait des recherches sur le mouvement coopératif, l'éducation populaire, ce qu'on apprend les uns des autres. Donc c'était déjà un peu entrouvert. Et la piste de l'éco, c'est-à-dire la formation par les éléments, ça, il n'y avait rien. Donc on se met à chacun raconter nos expériences là-dessus. Et je pense que c'est grâce... un de mes enfants qui a été dans une base de plein air à Pouénégamouk, et puis on a été le chercher, et là j'ai découvert les animateurs de plein air. Avec une philosophie, une pédagogie, qui m'ont fait dire, il y a quelque chose, on y va. Hein. Et alors, chacun a mis... Et alors, bon, on va aller un peu plus... donc chacun se met à raconter, et André Vidriquer vivait une période difficile avec son épouse qui était en train de mourir en termes de cancer, donc en termes d'accompagnement. Et André dit, moi je veux faire quelque chose sur le dernier souffle.
Et il y a eu quelque chose sur le... Alors donc, le rapport à l'air marque la naissance, la mort. Hein. Alors donc, il y a eu une série d'expériences vécues qui sont remontées. Puis on s'est dit, mais comment mettre tout ça ensemble, quoi, hein. C'est vraiment, alors là, en termes d'informel, alors, on ne peut pas beaucoup trouver mieux. Hein. Comment mettre ça ensemble? Alors parallèlement, ça c'est les années 90, le mouvement systémique commençait à monter, c'est-à-dire à voir des ensembles plutôt que de voir les éléments, et de nous penser non pas comme un organisme isolé, mais comme un système organisme-environnement. Et qu'il y a eu, alors ce mouvement systémique nous a permis alors de tout classer en 5 gestes éco-formateurs, du plus proche au plus lointain, hein, par emboîtement successif. Le premier geste, alors respirer. Qui marque, alors c'est pas juste c'est un réflexe au début, mais il y a des grandes écoles de sagesse qui en ont fait le cœur de la connaissance, prendre conscience de la respiration, hyper complexe, hein, double mouvement, inspiration, double mouvement inverse, comment on rythme ça, donc respirer. Si on peut respirer ici, c'est que la salle est aérée. Donc, problème d'aération, alors qui se fait naturellement depuis qu'on commence à construire les habitats, mais qui devient un problème technique majeur avec nos buildings à air conditionné. Donc, il y a tout un deuxième grand ensemble aéré, aérer nos intérieurs. Alors, changer d'air, ouverture sur la problématique de la santé au travail, c'est Denis Allard qui travaille en sociologie du travail. Et puis détecter les problèmes de qualité de l'air dans les édifices hermétiques, CLSC du centre-ville de Montréal. Bon, on a beau bien aérer les intérieurs, de temps en temps quand même, on dit qu'il faut s'aérer. Il faut aller au plein air, hein, il faut aller dehors. Donc tous les problèmes de plein air. Alors là, tout un travail sur le plein air de Jean-Claude Géréillon, là je ne sais pas s'il est encore dans le paysage. Un autre sur pollution de l'air et éco-développement, Joseph Zayed. Donc s'aérer. Et donc troisième série de gestes, les gestes éco-formateurs reliés à des éléments, c'est des chaînes écologiques, quoi, hein, qui s'emboîtent les uns dans les autres par des maillons. Alors s'aérer, mais on s'aperçoit que si alors le troisième geste, c'est habiter terre et ciel. Ciel et terre, hein, tous les problèmes d'atmosphère. C'est-à-dire si on pollue trop l'environnement, on ne peut plus s'aérer, on s'empoisonne. Donc il y avait un juriste, droit à l'air et droit de l'air, c'est-à-dire défendre, il faudra non seulement défendre le droit de l'eau, et bientôt il faudra défendre le droit de l'air. Hein. Combien d'air on a besoin de droit? Et puis, bon, là, les problèmes de stratosphère, avec commencer à pointer là, les couches d'ozone. Donc ça, 4 gestes à la fois très techniques, mais vous voyez, avec toutes les dimensions symboliques que ça peut représenter, et d'apprentissage personnel et sociaux que ça peut représenter. Et le 5e, c'est plus
principalement symbolique, qui est un peu transversale au cap, c'est s'aérodynamiser. C'est-à-dire comment, en fait, c'est l'apprentissage aérien, un apprentissage dynamique. Alors, il y a le symbole R, et puis c'est là que j'ai trouvé la dynamique aérienne de Bachelard et son projet d'une ontologie cosmique. Alors, l'écho est arrivé comme ça. Hein. Alors, je vous détaille un peu cet ouvrage-là comme exemple. Il a été tiré en 92, il a plus de... on ne le trouve plus en librairie, on va sans doute le rééditer, mais j'en ai des exemplaires, donc pour ceux que ça intéresse, je peux... C'est mon cadeau d'échange ici. Bon, excusez-moi, voilà. Et tout ça qu'on dit finalement, on était sur la piste de Bachelard et qui mène donc à l'exploration des autres éléments et à la collection. Voilà, alors, c'est là, à ce moment-là qu'est remontée l'idée, je voyais, je l'ai revu un peu, les trois objectifs. J'étais un peu comme vous à rechercher une piste. Il y avait trois objectifs à l'ouvrage ou à la recherche. Conscientiser un large public au rôle central que joue l'air comme élément milieu. Le deuxième objectif était de donner des informations à la fois sectorielles et structurées pour permettre aux personnes et aux groupes d'élaborer des politiques, des stratégies et des tactiques d'utilisation de l'air. Et le troisième, c'était développer ce que Bachelard appelait une initiation aux éléments en posant les bases pratiques et théoriques d'une auto-éco-formation qui rendent sensible l'être-là fluide. Enfin, ça, c'est un peu de référence à un autre philosophe. Donc, Bachelard, à la fois mathématicien, philosophe des sciences, à un moment découvre que tout ne se réduit pas aux sciences, quoi, et il raconte un de ses élèves, dit oh oui, vous vivez dans un monde complètement pasteurisé, et tout d'un coup il s'aperçoit de ça, il dit ouais, lui s'était auto-formé, receveur de poche jusqu'à 30 ans, la guerre 14-18, pas rien. Reprend des études après 34-35 ans, donc il s'est formé avec les trois éléments, les quatre éléments. Et à un moment donné, il est parti là-dessus en retrouvant les quatre éléments. C'est un peu un modèle qui a structuré dont se sont servis la plupart des sociétés traditionnelles, mais jusqu'au XIXe siècle, hein, pour comprendre la formation personnelle et la formation du monde. C'était un quadripartie pour essayer de comprendre comment mettre ensemble et en sens ce qu'on vit. Alors, il est reparti sur les quatre éléments. Et alors, donc, après l'air, on s'est retrouvé aussi avec des... Là, je suis rendu à Tours parce qu'il fallait que je voulais greffer l'auto-formation à des diplômes formels. Et à Tours, il y avait la mise en place d'une stratégie de formation qui faisait disparaître les cours. Il disait par auto-formation et coopération. Et que la formation, pour des adultes, hein, que la formation était de transformer un problème d'action, les adultes ont principalement des problèmes d'action. Donc transformer un problème d'action en projet de recherche, et que la transformation de ce problème en projet et sa réalisation constituait le cœur de la formation. Donc on s'est retrouvé, et alors
une des premières qui réapparaîtra, travailler avec les écoles de mer, dans les classes de mer. Et Dominique Cotreau qui a fait, enfin qui est vraiment notre fée éco-formatrice. Bon, elle a fait sa thèse sur la formation entre terre et mer, quoi. Elle a fait sa formation sur ce qui se passe dans les marées, sur la bande de terre qui apparaît quand la marée est délimitée par la marée basse et la marée haute. Qu'est-ce qui se passe? C'est une zone de riche, hyper riche. Donc elle a travaillé les classes de mer. Tu pourrais peut-être mettre l'autre, parce que voilà. Cotreau, formation entre terre et mer. Dominique Bachelard, alors il y en a qui travaillent à partir de la montagne. Les deux, Dominique Bachelard, berger transhumant en formation. Après Anne Monéron, transhumance et éco-savoir. C'est-à-dire ils ont fait toutes les deux leur thèse sur les problèmes les nouveaux problèmes que rencontre un métier traditionnel, berger. Mais qui s'articule avec tout le nouvel habitat de la montagne. Souvent maintenant les bergers sont bergers l'été et moniteurs de ski l'hiver. Et donc ça, avant la transmission de berger se faisait par la famille, traditionnellement. Maintenant, ça maintenant de moins en moins, donc comment on apprend le métier de berger. Transhumance éco-savoir. Bon, il y a alors, la création d'une collection écologie et formation, co-dirigée par Pascal et Dominique Cotreau. Pascal a fait sortir surtout deux ouvrages sur les approches amérindiennes de l'éco-formation, des éléments, avec le dernier, Dolores, une pédagogie de la spiritualité amérindienne, et puis Rainer, le chaman et l'écologiste. On retrouve, c'est là où c'est fascinant, parce qu'on retrouve des approches traditionnelles avec des approches complètement nouvelles. Et puis je signalerai alors l'ouvrage de Christian Verrier, qui était maître de conf, il est à la retraite à Paris 8, un livre extraordinaire sur marcher, une expérience de soi dans le monde. Et c'est sur la marche éco-formatrice. C'est un bijou, vous sentez que chaque mot a été le produit de multiples pas. Tout, il a été sous-pesé, respiré, travaillé. Donc il y a eu, parallèlement au travail avec les éléments, il y a eu une série de recherches qui sont des thèses sur des pratiques particulières. Alors, le deuxième ouvrage a été sur l'eau. La majorité du groupe était emportée par l'eau. Alors je dis toujours, moi j'y suis allé par solidarité et à reculons, parce que je suis moitié fils de vigneron, et puis né dans un village qui pouvait être inondé. Alors l'eau était un élément, comme dit Bachelard, avec un fort coefficient d'adversité. Donc je ne voulais pas, mais par solidarité j'y suivi. Je voulais faire ma contribution sur l'eau de vie. Et je suis arrivé
Et c'est une petite source, un petit cours d'eau, Crystal Falls de Québec, tu la connais, que j'aime bien les saluer dans les Laurentides, et puis qu'on dit de quoi, on a quelque chose à se dire, et j'ai fait mon histoire d'eau. Hein. Après, c'était, moi je voulais terminer par le feu. Alors on a dit, bon, le troisième, ça va être la terre. Alors on a travaillé la terre, et donc on mentionnait tout à l'heure le chapitre que vous avez fait sur la montagne, vallée et fleuve. Hein. Ça s'appelle Habiter la terre. Éco-formation terrestre pour une écologie, pour une éco... bon, faut que tu reviennes à l'autre. Reviens en arrière. Oui, une éco-formation terrestre pour une conscience planétaire. Voilà, pour une conscience planétaire. Maintenant, on termine le feu. Le feu a pris plus de temps parce que, bon, on est passé à la retraite. L'autre collègue avec qui on travaille beaucoup, pareil, René Barguet aussi, donc ça a pris un peu de temps, mais il a couvé, et hop, début de l'année, ça a redémarré, et on a presque fini. Il y a un magnifique chapitre de Lucie qui s'appelle Le feu de l'indignation. Qui va clôturer, je pense, et elle plaide pour magnifique, une politique, une cosmopolitique de l'énergie. Hein. Oui, c'est ça. Et à mon avis, tu as raison. L'âge des ténèbres, du pétrole, une cosmopolitique du soleil. Oui, c'est ça, du soleil. Hein. Et ouais. Mais je mentionnerai alors, parce que pour chacun des éléments, pour l'auto-formation, éco-formation, co-formation, histoire de vie, on avait créé des groupes, et la stratégie de recherche, on l'a mentionné tout à l'heure, c'était une stratégie et pour l'innovation, c'est drôlement important, réseau dense et structure légère. Réseau dense et structure légère. Il faut une structure, parce que autrement on s'éparpille, mais il ne faut pas que ça s'articule avec des réseaux denses transversaux à tous les niveaux de société, pour rejoindre les acteurs d'innovation à chaque niveau et les synergiser. Alors donc, pour chaque secteur, on avait créé ça. Alors ça nous a un peu distendu des fois, mais actuellement, il y a un peu, on sent une confluence, et une des dernières confluences là, que tu mentionnais, c'est dans les histoires de vie, apparaissent l'importance, grâce à toi, des autobiographies, pas seulement avec les personnes, mais avec les éléments. Raconter nos histoires de vie avec les éléments. Si on a fait l'air, bon, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu un souffle d'air qui m'a réveillé. Hein. Et donc, relier ces expériences intimes, ces expériences d'apprentissage intime. Paul va sortir, ça s'appelle L'intimité de l'acte d'apprendre pour le jeu social. Voilà. Et là, on rejoint le modèle initiatique. Hein. Le modèle initiatique, c'est des modèles intimes. Et actuellement, alors, je pense pas, enfin, il faut un peu s'émanciper des héritages de systèmes d'initiation un peu trop institués. Et la situation actuelle est tellement nouvelle que chacun d'entre nous,
on doit initier son auto-formation par des expériences intimes, alors interpersonnelles, mais aussi à un moment donné, pour se mettre en forme, on a besoin de reprendre son souffle, d'aller prendre l'air, ou aller à la mer, vous voyez, de se remettre en forme avec les éléments. Et donc, donc il y a un courant des histoires de vie qui se branche sur les histoires de vie avec l'environnement matériel. Et dans notre groupe, on a un petit trio. À un moment donné, il y a une qui a dit, moi je veux faire l'histoire de vie avec les animaux. Et alors j'étais, au début vraiment, là aussi j'étais reculant, c'est souvent, enfin, reculant mais par solidarité, et souvent c'est là qu'on trouve le plus, hein, quelque chose auquel on ne pensait pas. Parce que des fois ça paraît un peu sensible, riche, on ne va pas se mettre à raconter nos petites histoires de chats, de chiens, c'est-à-dire il peut y avoir des dérives, hein, salut Paul, merci. Hein. Et l'avenir. Et finalement, une nuit, moi, les nuits m'inspirent beaucoup. Une nuit, crac, est remonté le titre et mes rencontres animales. Alors, je ne vais pas vous en parler, mais alors, donc, le bouquin sort, il est sorti. Oui, il est sorti, je ne l'ai pas vu encore, il doit arriver dimanche. Alors, on a vu La vie avec les animaux, on l'a intitulé La vie avec les animaux, quelle histoire. On avait envoyé ce titre-là, et puis l'éditeur, des fois, ils sont intéressants, il dit « il faut un sous-titre ». Alors, on avait travaillé un peu théoriquement, et finalement, ce qui est arrivé, c'est le sous-titre suivant, Essai d'éco-zoo-formation. Essai d'éco-zoo-formation. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit... alors, on vous dire, bon, encore un néologisme, pourquoi on va être acculé à créer des néologismes pour comprendre les nouvelles réalités. Hein, et le prochain, qui germe, c'est dire, parce que là vous voyez, les 4 éléments, c'est les éléments matériels, comme on dit. Hein, donc, l'air, la terre, l'eau, c'est massif. L'intérêt, c'est que c'est transversal, mais ça prend des multiples formes. Il y a d'autres... Pour comprendre l'environnement matériel, il y a d'autres catégories. On parlait du règne animal, du règne végétal et du règne humain. Hein. Tous les débats actuellement sur la nouvelle place des animaux dans l'humanité, hein, pour notre alimentation et tout, c'est pas juste romantique, je pense. Il y a vraiment des enjeux forts. Et donc, là, c'est une pointe vers le règne animal, mais on veut travailler. Alors, on parlait beaucoup des jardins communautaires. Et là, c'est avec le végétal. Hein. Et si je vous disais que si je suis là, c'est peut-être grâce à une feuille de chrysanthème. Oui, une feuille de chrysanthème, quand j'étais ouvrier agricole, on va clore. À un moment donné, je travaillais chez un jardinier, j'étais le seul ouvrier, puis
la philo ne m'avait pas beaucoup appris à travailler la jardinerie. Alors il m'a mis d'abord à désherber les allées, et puis à un moment donné, il faisait sa culture de base, c'était les chrysanthèmes. Alors pour les fleurs, arrivé en novembre, le 1er novembre, l'automne c'est la fleur de chrysanthème, mais pour avoir des fleurs en novembre, il faut les semer quasiment en novembre précédent, et faire empoter les pousses, les planter, et après les étêter pour faire venir les feuilles, les fleurs. Bon, je m'excuse d'être un peu concret, mais alors ça, c'est quand il y a des milliers de chrysanthèmes pour étêter, vous passez des centaines d'heures à les couper. Alors j'étais donc avec mon patron, jardinier, le plus grand philosophe que j'ai rencontré. Puis je lui faisais part de mes états d'âme, et puis de mon scepticisme à mort. Et puis il me dit, mais écoute, viens, cette feuille des chrysanthèmes que tu coupes là, sens-la. Sens comme elle est douce, quoi, hein. Alors je me suis mis à sentir le geste que je faisais machinalement, que je faisais par réflexe, couper, mais je sentais rien. Et je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai que c'est agréable, cette douceur. Donc, ah, ben, si une feuille de chrysanthème est aimable, bon, le reste de l'humanité peut peut-être l'être aussi. Bon, donc, vous voyez, et cet attachement actuel, au végétal actuel est sans doute l'antidote à la petite poussette du virtuel, quoi, hein. Bon, donc voilà les pistes. J'ai pas conscience du temps et j'ai pas de montre. Je pense qu'on a le temps encore pour 2-3 questions parce que j'ai aucunement conscience du temps qui est écoulé. Il est 6 heures. Donc c'est pas mal long, je pense. On a couvert un terrain merveilleux. Merci infiniment, Gaston, du souffle de la réponse. On prend-tu quelques commentaires ou questions? Parce qu'il y a quand même soulevé beaucoup de choses passionnantes, en tout cas à mes égards. Je crois que ça me permet d'approfondir ma connaissance de ton œuvre. Mais on va laisser la parole aux autres qui ont des questions, des commentaires, des observations. Un petit mot, évidemment, je suis très redevable là pour le champ que ça ouvre, que le champ de l'éco-formation ouvre. Moi, je l'ai interprété un petit peu différemment avec avec le froid, le chaud. J'ai aimé visiter les régions froides au moment où elles étaient le plus froides et les régions chaudes au moment où elles étaient le plus chaudes. Et puis j'utilise ça avec mes enfants. On est allé dans le désert l'an dernier. Puis quand les gens nous ont dit mais vous voulez faire quoi? J'aurais dit rien, on va avoir chaud, c'est tout. Et donc juste je vous remercie de nous avoir permis finalement d'insuffler ce genre de réflexion qui demande qu'à buissonner dans toutes sortes de régions comme celle-là. Un mot très juste, buissonner, hein. Et je sais pas, on parlait de l'école buissonnière, hein. Je pense qu'il faut réactualiser l'école buissonnière. Le premier essai que Thierry a publié, ça s'appelle Héritage buissonnier. D'autres commentaires, observations, questions? Moi, je te dis que j'ai lu plusieurs des chapitres que tu as écrits et ça me donne envie de les relire à nouveau. Ça autorise finalement une certaine forme de rapport au monde. Ça légitime le fait d'avoir son propre rapport au monde et ça rend plus sensible aussi
au rapport au monde. Je veux dire, souvent en éducation à l'environnement, en formation à l'environnement, on va parler des problématiques environnementales, on va parler de projets d'alternatives, mais simplement l'être au monde, qui est ce cadeau extraordinaire qui nous est donné, en prendre conscience. Il y a quelqu'un ici dans notre faculté qui nous en parlait l'autre jour, qui travaille sur le phénomène de la pleine conscience. Et je trouve ça intéressant, puis je pense qu'il y a vraiment des rapports à faire. Donc oui, les problématiques environnementales, oui, les projets de transformation, mais la pleine conscience de l'être au monde en interaction, nous vivons pleinement ici, avec toutes les autres formes, toutes les autres présences de vie. Je pense qu'on néglige d'en avoir la pleine conscience. Et ton œuvre nous y autorise et nous y encourage. Et aussi, c'est intéressant parce que dans le livre de l'air, par exemple, moi, je t'ai connue à travers ce livre-là quand tu étais allé voir Armel pour lui en parler, qui était physicien et qui dirigeait un programme en sciences de l'environnement. Et bien, dans ce livre-là, il y a autant, il y a toutes les dimensions du rapport à l'environnement, autant l'être qui se coule et se forge dans le monde, mais tu as aussi toutes les dimensions les problématiques de la couche d'ozone, problématiques de l'air dans les habitations. Donc, je pense que c'est la célébration de tout un bouquet de différentes façons de vivre le rapport à l'environnement. Alors, c'est pour ça que nous plaît beaucoup ce courant de l'éco-formation, dont tu es l'initiateur, le principal artisan, la source d'inspiration. Et puis, tous les gens qui ont travaillé avec toi nous rejoignent beaucoup, entre autres Dominique Bachelard et Dominique Cotreau, sont de l'Université François Rabelais de Tours maintenant, sont membres chercheurs associés du Centraire. Alors, on en est vraiment très, très heureux. Ben, s'appliquer à nous-mêmes la coopération et bon, c'est majeur quand même, parce qu'on n'est pas dans le monde francophone, on n'est pas archi nombreux, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire. Hein. Et puis, si c'est le moment de terminer, ben, j'aurais très, très envie de devancer le lancement qu'on doit faire demain, et qui est le document de présentation de notre centre de recherche, qui est tout fraîchement sorti de presse et qui a été mis en design graphique par notre beau Alex qui était là ce matin à faire les photos. Alors, c'est une production collective des artisans du Centraire. C'est que j'ai le plaisir de le distribuer 2 fois. Une fois à Gaston, en lui donnant un gros bisou. Merci. Merci beaucoup. Et puis, à notre vice-doyenne, vraiment, qui nous fait plaisir. Un petit bisou, peut-être? Un peu souvent. Alors? Ben, merci infiniment. C'est partie remise. On va pouvoir faire d'autres projets ensemble. Et juste pour conclure avec ce que Lucie disait, quand je lisais, parce qu'il y a un ouvrage qui est publié un peu sur la vie de Gaston, Gaston Pinault, trajet d'un forgeron de la formation. C'est des compagnons de route qui ont écrit, c'est des regards croisés de compagnes et de compagnons de route. Et un des grands objectifs de Gaston, c'est de sauver le quotidien. Et un choix d'une centration sur quand il est pris un dilemme entre l'acteur et l'institution, certains penchants pour l'acteur et sur regarder le quotidien. Puis ça rejoint ce que Lucie disait, là, sur pas perdre de vue, c'est ça, notre vie bien incarnée dans ce monde au quotidien, et que ça peut être un objet de recherche et de formation dont on a cruellement besoin. Très content de la part de Gaston. Merci.